Ce soir, c'est occupé, vous savez comment ça se passe. Il n'y a pas de parachute, les gars, ils sont pas prêts. Myriam, comment va? Ça va, nickel. Ça se passe bien? Tout va bien. T'as mis une paire de Air Jordan, hein, c'est ça? Ouais. Franchement. Quelle année? Je sais pas, hein. Ouais, tu connais pas la culture. Non, je connais rien du tout. Je suis qu'une fraude, moi, de toute façon. Voilà. Du Bronx. Ouais. On est là, calmement. Hein. Calmement, les choses se font. On est dans la sobriété. ADHX, c'est quoi? On est là, calme, imposé, tu connais. Ouais, ça va. En tout cas, ce soir, nous avons un invité de marque, hein, Raphaël Dapouze. Comment va? Salut tout le monde, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. De même, en tout cas, merci d'avoir répondu présent. Avec plaisir. Donc, Raphaël, toi, comme voilà, tu es dans la culture, est-ce que tu peux dire, allez, donc, ça perd de Jordan? Moi je suis dans la musique, moi je suis nul pour les grolls, les années, tout ça, je suis pas bon. Je porte des Timberland, c'est toujours les mêmes années, comme ça je peux pas me tromper. Là, ça va, ça bouge pas. Hein. C'est ça. Les tibères. Donc, ADHX, Ah mon vieux. en 2-3 mots, Ouais. qu'est-ce que tu peux dire sur Raphaël? Qu'est-ce que je peux dire sur Raphaël en 2-3 mots? Moi, j'ai envie de te dire authentique et j'ai envie de te dire accessible. Bah merci. Merci pour ça. Du Bronx. Bah moi, dans mes souvenirs, c'est l'un des premiers que j'ai vu décortiquer le rap. Hein. Ok. Ouais, avant lui, je savais pas que ça s'est décortiqué. Honnêtement. Je croyais que ça s'écoutait, tu bougeais la tête, ça s'arrêtait là. Donc c'est un peu ton inspiration alors. Deux. Bah, décortiquer. Ah, je peux pas me dire que je suis au niveau décortiqué. Ah ok, d'accord. Et tu te souviens c'était dans quoi ou pas que tu m'avais vu ou entendu la première fois? Je sais plus. Ok. Honnêtement, je sais même Non c'est pas grave quand c'était comme ça. En fait, c'est les noms que je confonds souvent. Ouais, t'inquiète. Myriam. Je vais rejoindre du groupe, du coup, mais ouais, c'est vraiment scientifique dans le sens où il y a des moments où j'écoute des gens comme toi et je me dis, ouais, faut rester calme des fois. Tu vois, moi, je suis très dans dans la vibe, voilà. Mais ouais, c'est très bien qu'il y ait des gens comme toi qui donnent ce pourquoi les artistes se décortiquent, en fait, justement. Les artistes font ça pour des gens comme toi, pour qu'ils prennent leur temps d'aller chercher, d'aller diguer, d'expliquer, etc. Donc voilà, pas du tout 2-3 mots, navré. C'est pas grave. Merci beaucoup parce que c'est effectivement aussi mon intention Ouais. de commencer ce foutu métier. C'est important. Ouais. Donc, Raphaël, donc, est-ce qu'on peut dire un scientifique du rap? Ah non, j'aurais moins pas cette prétention de le dire. Je suis un journaliste, culture, rap, depuis vraiment à temps plein depuis 8-9 ans. Et sinon, moi j'ai commencé à écrire sur le rap quand j'avais 17-18 ans, mais c'est vraiment au moment où je suis arrivé chez l'ABCDR du son en 2010 que ça m'a vraiment fait passer un autre step, quoi. Et donc voilà, ça fait vraiment, on va dire, 16 ans que j'essaie d'écrire le plus sérieusement sur cette musique. Ouais. Okay. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette partition, c'est un genre de centre de formation? Ouais, un peu, ouais. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de journalistes, chroniqueuses, chroniqueurs qui sont sortis de chez nous, qui continuent encore aujourd'hui à faire partie de l'ABCDR du son et à faire des choses dans des rédactions, sur des chaînes YouTube, sur plein d'endroits. Donc ouais, complètement, ouais. Donc toi, tu es toujours entre deux ou bien ça y est, avec ABCDR? Ah non, toujours, ouais, j'y suis toujours. Je suis toujours présent sur les podcasts qu'on fait tous les trimestres, notamment, où on essaie justement de faire de l'analyse, de la critique des chroniques d'albums. Et puis dès que j'ai l'occasion, dès que j'ai un peu de temps, je participe à des articles collectifs, je réalise des interviews. Donc ouais, toujours membre de cette rédaction, qui est un site sur lequel on n'a pas de modèle économique. Donc on est vraiment sur du bénévolat et du temps libre, mais ouais, j'en fais toujours partie, ouais. Wafa, elle en fait partie aussi, ouais. Brice Bossavi, qui est quelqu'un qui écrit notamment chez Sopress, Libération. Manu Carinos, qui c'est que je peux citer d'autres Mehdi Maizi à l'époque, jusqu'en 2016-2017, si je ne dis pas bêtise. Nemo, qui en a fait partie aussi. Donc ouais, pas mal de personnes en fait qui en ont fait partie et qui maintenant, ils sont toujours, quoi, encore actuellement. Et tout ça, c'était déjà il y a 16 ans. Moi, je suis arrivé chez l'ABCDR du son en 2010 et le site existe depuis environ 99-2000 à peu près. Ok. C'est notre 26e année cette année, ouais. Ah ouais. Ouais, mais après, tous ceux qui ont créé le site n'y sont plus.
Et vraiment de la première génération, il y en a vraiment plus beaucoup. Je crois que notre rédacteur le plus vieux, journaliste le plus vieux, il doit être là depuis peut-être 2004-2005. Mais ceux qui ont créé le site à la fin des années 90, début des années 2000 ne sont plus là du coup. Donc on a été plusieurs à prendre le relais. Et aujourd'hui, on essaye aussi d'insuffler du sang neuf avec des nouvelles plumes aussi, des gens comme Inès, comme Juliette, comme Makia, comme Hugo. Donc on essaie d'avoir des gens plus jeunes aussi. Ok, donc on peut dire que c'est un bon héritage. Hein. Ouais, on essaye. On essaye de transmettre à la fois le savoir-faire, l'exigence, l'ouverture aussi. Et ouais, notre ligne éditoriale, on essaie aussi de la transmettre à d'autres jeunes, soit comment ils se voient, rédactrices, rédacteurs ou journalistes. Quoi. Ouais. En tout cas, c'est une bonne longévité. Hein. Ouais, franchement, 26 ans, c'est pas mal. Ouais. Et donc après, tu as transféré, tu étais chez Ocal pendant un moment. Ouais, j'ai fait partie de l'émission La Sauce, pour être exact, de 2016 à 2019. J'ai fait partie du podcast No Fun aussi, qui est un podcast d'analyse, de critique d'albums entre 2015 et 2019. J'étais chez Move de 2018 à 2022. C'est la boîte avec laquelle j'ai le plus longtemps travaillé, avec laquelle j'ai fait le plus de choses pendant une période. Parce que chez eux, j'ai fait du podcast, de la chronique radio, des articles, des vidéos. Et ensuite, j'ai été chez le Code Review sur Apple Music avec Sandra Gomez et Mehdi Maizi là, pendant 3 saisons. Et maintenant, je suis chez Monte le Son, qui est un média un peu multi-musique, mais dans lequel moi je parle de rap et de filiation musicale autour du rap. Et puis après, je fais des trucs en solo. Voilà. Et entre deux aussi, tu étais chez Bouscapé. Ah oui, c'est vrai en plus, tout à fait. Tu voulais pas dire. Non, non, aucun problème. J'ai été chez Bouscapé, effectivement. J'ai été chez Bouscapé de 2019 à 2022, tu fais très bien de le dire. J'ai d'abord fait des interviews chez eux qui s'appelaient les interviews carrées, entre 2019 et 2021 de mémoire. Et ensuite, en plus jusqu'à 2024, j'étais avec eux. De 2022 à 2024, j'ai fait un podcast avec des producteurs qui s'appelait BPM. Qui a duré 2 saisons, et c'était des longues conversations avec des producteurs, beatmakers, un peu sur leur parcours, sur leur discographie, sur leur collaboration avec des artistes et tout, ouais, complètement. Ouais. Ouais, juste sur la période de Move, parce qu'à un moment donné, vers 2022, il y a eu un grand virage au niveau de la direction. Ouais. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur, toi? Je l'ai vécu plus ou moins, c'est-à-dire que le nouveau directeur, effectivement, est arrivé en cours de saison. Et moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas été renouvelés justement sur la saison d'après. Donc j'ai fini mes missions. Certaines sont restées inachevées, à mon grand regret. Mais du coup, je fais partie de ceux qui ont été balayés justement à l'arrivée du nouveau directeur et des nouvelles impulsions qui ont voulu donner à la radio. Ouais. Et avec un peu de recul, tu peux te dire c'est dû à quoi? C'était... Il avait d'autres envies en fait pour la radio. Après la présence de Bruno Laforestrie, qui était quelqu'un qui venait de la radio et du monde du hip-hop, quand il a quitté Génération pour justement lancer la marque Move. Après, parce qu'avant ça s'appelait Le Move. C'était le move. Et voilà, et c'était multi-musique en fait. Là, ils avaient vraiment l'optique d'en faire vraiment une radio centrée sur le hip-hop. Et je dis bien le hip-hop parce qu'il y avait des chroniques d'une de mes consoeurs qui s'appelle Yasmina Benbekai, qui parlait de danse, qui parlait de graphe. Voilà, il y avait vraiment cette idée-là. Il y avait des DJ qui étaient aussi beaux, il y avait des émissions de DJ. Il y avait eu cette ligne éditoriale, on va dire, de fin 2014 jusqu'à 2022. Et ouais, en fait, le nouveau directeur qui est arrivé en 2022 a voulu faire autre chose. Voilà. Et j'avais pas ma place visiblement dans cette autre chose, et donc c'est comme ça. Et c'est un truc que vous avez vu venir tous? Moi, en discutant un petit peu avec celui qui est arrivé, oui, j'ai un peu senti qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Voilà, ce qui malheureusement arrive parfois dans le monde des médias, quoi. C'est ça. Voilà. Moi, le truc que je trouve le plus dommageable dans cette histoire, c'est qu'il a voulu changer les choses et finalement, ça lui a pas donné raison. Non, ça lui a pas donné raison, puisque malheureusement, ça n'a pas donné une nouvelle impulsion en fait à la radio. Les audiences ont commencé à chuter. Je crois que les vues sur les émissions, si je dis pas de bêtises aussi. Donc voilà, c'est un choix qui n'a pas été concluant. En plus, ça tournait plutôt bien avant, non? Ouais, franchement, je pense qu'ils avaient, entre 2014 et 2022, mine de rien, la radio commençait à avoir une vraie visibilité entre les articles, les vidéos, les émissions. Donc ouais, je pense que oui, mais bon. Parce que je trouve qu'à l'époque, c'était un bon créneau pour les gens un peu comme nous qui avons quitté Skyrock, Exactement. qui avaient laissé Skyrock et qui voulaient être des trucs un peu plus
un peu plus adulte en fait, Ouais, je suis d'accord. et qui voulait quand même te continuer à côté du rap. Mhm. Donc c'est à côté du rap en allant au taf, hein, sur Bien la route. sûr, hein. ben, parce que la radio, Maintenant, déposer les enfants. C'est ça. bien sûr. Parce que la radio, c'est ça, c'est aussi, je pense, un truc de génération. C'est beaucoup lié à une classe d'âge en particulier, aux gens qui ont grandi avec ce média-là dans les années 80, 90, 2000 même encore. Et je pense que oui, c'est, comme tu dis, en fait, l'idée d'avoir quelque chose de plus adulte qui accompagne aussi des auditeurs et des auditrices de rap qui vieillissent et qui veulent un autre ton, qui veulent aussi peut-être une autre programmation. Mais ouais, à un moment donné, ils n'ont pas voulu poursuivre là-dessus, accompagner peut-être ce changement d'âge, quoi. C'est dommage. Parce Et que- ça, c'est un truc général en France de refuser de laisser le rap assumer ses rides, parce que dans le rap français, il y a des artistes aujourd'hui qui font bien vieillir leur musique et qui peuvent en fait avoir une place médiatiquement, mais il y a un espèce de truc où on refuse de le faire, je trouve, donc c'est dommage. Ça, c'est vrai. Parce que la direction artistique nouvelle, là, j'ai du mal encore avec le recul à comprendre qui ils ont voulu viser exactement. en fait. L'idée, c'était d'aller chercher les adolescents, en fait, les 15-20 ans, à partir de 2022, tu vois. Sauf qu'en fait, les 15-20 ans à partir de 2022, est-ce qu'ils écoutent encore beaucoup la radio? Ça, C'est ça. Grande question. c'est ça l'histoire. Et les côtés positifs et négatifs en tant que journaliste rap. C'est-à-dire côté positif et négatif. Donc, bon, comme tu expliquais tout à l'heure, en fait, à tout moment, tu peux signer chez nous, vous pouvez Ah oui. la prochaine. C'est le lot, je pense, de beaucoup de journalistes qui travaillent notamment dans la presse spécialisée, en fait. Et même en vrai, même dans la presse généraliste, hein, si on rentre un peu dans le modèle économique, on a ce qu'on appelle des pigistes, des freelances, qui, en fait, font des missions aux articles, aux émissions sur certaines saisons. Un truc que j'ai fait aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai bossé, par exemple, pendant une saison sur Culture Box, qui était une émission culture plus généraliste sur France 4. Bon, bah voilà, ça a duré qu'une saison, parce qu'en fait, après la saison d'après, ils ont fait d'autres choix en termes de chroniqueurs, etc. Donc, bah oui, tu es un peu lié à ces aléas-là, quoi, du milieu, de comment fonctionnent les médias en termes aussi économiquement. Donc, ouais, quand tu es freelance comme moi, bah, il faut aller chercher. Parfois, des gens viennent te chercher pour écrire un article, participer à une émission. Parfois, c'est à toi aussi d'avoir la démarche d'aller voir les gens en disant, bah voilà, j'ai telle idée ou j'aimerais bien travailler avec vous, etc. Donc ouais, voilà. Donc, toi, comment tu procèdes? Généralement, on te contacte ou bien. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Parfois, on vient me chercher. Un truc sur lequel j'ai bossé, par exemple, c'est le docu consacré à DJ Mehdi en 6 épisodes. Moi, j'ai fait toutes les recherches d'archives médias. Et donc, par exemple, pour ça, on est venu me chercher en disant, voilà, on sait que tu es attaché un peu à documenter le rap français, des choses que je faisais depuis très longtemps à l'ABCDR du son, que j'ai fait aussi chez Move. Donc, on aimerait, excusez-moi, on aimerait justement te proposer de travailler avec nous. Parfois, c'est moi qui propose le podcast, par exemple, BPM. Excusez-moi. C'est l'hiver, là, on est tous un peu malades. Le podcast BPM chez Bouscapé, par exemple, de conversation avec des beatmakers, c'est moi qui l'aurais proposé. Je leur ai dit, voilà, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un podcast natif, vraiment sous le format purement audio? Et ils étaient partants, donc voilà. Donc ouais, c'est un peu des deux. Parfois aussi, c'est des rencontres que tu fais qui peuvent permettre de créer des choses, quoi. Donc voilà. Mais généralement, on va dire, quand tu étais chez Vocal, tu as fait No Fun, Ouais, il y avait No Fun aussi. c'est le code. Tout à fait. Et quand c'est comme ça, c'est toujours, on va dire, Mehdi Maizi. Bah là, pour le coup, ouais, c'est Mehdi. Alors, No Fun, alors, ils lui ont proposé de présenter, mais comme on faisait déjà un peu partie du groupe ABCDR du son, il y avait un truc un peu, entre guillemets, logique, je pense, d'être un peu partie prenante de ça. Il cherchait des chroniqueurs et donc il a été voir directement parmi les personnes qui faisaient partie de la rédaction avec lui à l'ABCDR du son. Chez OKLM, c'est moi qui lui... Alors, je sais qu'il m'avait proposé au départ, mais c'était un moment où je ne pouvais pas en termes de temps professionnel, parce que j'avais un boulot à temps plein à côté, et donc je ne pouvais pas. Mais je lui ai dit, bah écoute, sur la saison qui suit, je suis chaud. Et après, sur le code review, c'est lui qui m'a proposé, puisqu'il faisait déjà le code depuis 2 ans, parce que le code, ça a été lancé en 2020, pendant le confinement ou pas loin, ou un tout petit peu après. Et donc pour la rentrée 2022, effectivement, il m'avait proposé de faire partie de l'équipe formée ensuite avec Sandra. Mais aussi, on avait une quatrième personne qui est Guéran Fall, qui est un homme. Ouais, Guéran, il était avec nous en fait. Il était, comment on peut dire, chef d'édition. En gros, tu vois, si on doit prendre un peu un langage, on ne se l'est jamais dit comme ça, mais en gros, c'est lui un peu qui nous aidait à construire les émissions, qui faisait parfois des choix quand on était un peu long de faire des coupes, etc.
Donc voilà. Ok. Ouais. En tout cas, très bon parcours. Hein. Ben, merci, on essaye voilà, de faire des choses qui, moi déjà aussi qui me plaisent, parce qu'il y a aussi cette question-là de faire des choses dans lesquelles je me reconnais, des choses par intégrité aussi, c'est-à-dire que bon, il faut manger, mais je ne peux pas tout accepter, parce qu'il y a parfois des choses, je préfère dire non. Et Pourquoi, par exemple franchement, là, j'ai pas d'exemple, mais je sais que parfois on m'a proposé de participer à des trucs et j'ai pas voulu parce que je me sentais pas en phase avec la proposition, quoi. Voilà. Même s'il y a de l'argent en jeu, Ouais, je préfère toujours me dire, comment dire, c'est mon exigence éditoriale, c'est ma crédibilité aussi parfois qui peut être en jeu. Donc, je préfère parfois dire non s'il y a des choses qui me parlent pas. Voilà. Parce que parfois, c'est vrai que ça peut gâter un peu l'image quand tu tombes de. Voilà, Tu te trouves dans un truc où tu n'es pas fait vraiment pour. Ça fait. exactement. Moi, mon truc, encore une fois, c'est le journalisme culturel, c'est-à-dire essayer de développer un discours, une pensée, essayer de mettre du volume, de la perspective en fait pour le coup en journalisme culturel là, sur l'objet culturel moi qui m'intéresse, c'est-à-dire le rap et les musiques affiliées au rap. Et donc ouais, c'est d'avoir la même exigence éditoriale que j'ai, quels que soient les projets que moi je propose ou pour lesquels on vient me chercher. Pour moi, c'est le plus important. si demain, comment dirais-je, il y a un Skyrock qui te contacte pour faire une émission, tu vois, Non, parce que je pense que je ne suis pas en phase avec la ligne éditoriale de Skyrock. Sauf peut-être si c'est sur un truc très précis, mais là, comme ça... en plus, pour le coup, vraiment Skyrock, pour le coup, c'est une radio où il n'y a pas de contenu éditorial. Moi, je suis vraiment dans ce truc-là, c'est-à-dire, encore une fois, de développer de la parole, du discours. Donc, je suis très dubitatif sur la place que moi, je pourrais avoir sur une radio comme Skyrock. même s'il te propose 10 cas par mois. Non, vraiment, là, j'y crois pas trop. Et qu'est-ce que tu en penses le switch chez Mehdi Maizi à France Inter? Je pense qu'il avait fait le tour un peu. Ce que j'en pense, on en a déjà discuté, puisque pour le coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Code Review s'est arrêté, puisqu'il a quitté Apple Music. Je pense qu'il avait envie de suivre son envie, tu vois, de plus. Ça faisait 5 ans qu'il était chez Apple Music. Il a expliqué, d'ailleurs, en interview il n'y a pas très longtemps, il avait envie de faire autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, quand France Inter lui a proposé d'avoir une émission quotidienne avec à la fois des artistes musiciens, mais aussi des humoristes, des acteurs, des sportifs, ça lui a plu, quoi. Voilà. Toi, t'écoutes un peu ce qu'il fait? De temps en temps, ouais, il y a des émissions du coup que je regarde quand il y a des personnalités qui passent qui peuvent m'intéresser. J'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs d'être invité 2 fois. Une fois sur une émission sur la trappe, et une fois pour rendre hommage à paix à son âme à Calbo, justement quand on a appris son décès. Et donc ouais, c'est un plaisir toujours de pouvoir faire des choses avec des personnes avec qui j'ai bossé, dont Mehdi et d'autres personnes évidemment. Comment tu vois que France Inter maintenant s'intéresse de plus en plus au mouvement? Je pense qu'ils s'adaptent. Vous voyez, c'est ce qu'on se disait là il y a quelques minutes. Je pense qu'aussi ils comprennent que le rap a complètement intégré le paysage culturel français et qu'il y a des personnes qui ont 40, 50 ans dont le rap fait partie aussi de leur éventail culturel à eux, quoi. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ça les intéresse aussi d'avoir des personnalités qui viennent à la base de ce milieu-là pour avoir des émissions dans lesquelles ils peuvent dialoguer, interviewer des artistes qui viennent du rap. Mais d'ailleurs, c'est pas nouveau, hein. En réalité, quand on regarde historiquement, à la fin des années 90, il y avait une émission qui s'appelait Timal sur France Inter, qui était animée par Ambre Foulquier, qui déjà en fait était une émission où, alors je sais pas si c'était une hebdomadaire ou une quotidienne, je crois que c'était plutôt une hebdomadaire, où il y avait des artistes rap français qui étaient invités à cette époque-là. Donc bon, c'est pour le détail, mais c'est pas si nouveau que ça en réalité. Merci pour un truc, parce que. Non, c'est important. Parce que, en réalité, tu t'es rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont surréagi du fait en fait que Mehdi ait eu cette place-là. Oui, bien sûr. Ce qui peut aussi se comprendre au vu de ce qu'est France Inter aujourd'hui, effectivement. Mais Mehdi a toujours eu cette appétence pour la pop culture de manière générale. Donc bon, voilà. Mais après, voilà, oui, c'est pas nouveau en vrai une émission où on parle de rap sur France Inter, même si pendant très longtemps, effectivement, ils en ont moins parlé, voire parfois dans certains programmes, ils en parlaient en étant parfois, comme ça arrive dans les médias généralistes, un peu méprisants ou condescendants, quoi. Ok. Non, en tout cas, merci pour cette introduction de 20 minutes. Ça a permis de parler plein de choses. Donc là, on va décortiquer l'album
Mhm. Raphaël, donc, qu'est-ce que tu peux dire sur le projet? C'est un disque que j'ai beaucoup aimé. Parce que je l'attendais beaucoup. C'est deux rappeurs que j'aime beaucoup. Et j'avais déjà beaucoup apprécié le premier volume qui était sorti fin 2023. Parce que, pour remonter un peu historiquement, Isha, je pense que c'est un des rappeurs francophones que je préfère depuis 2016-2017. On l'avait reçu dans La Sauce. À l'époque, il n'avait pas encore sorti LVA, le premier. Et il venait de sortir des premiers extraits. On l'avait reçu dans La Sauce, justement, au moment où il commençait à redémarrer sa carrière, puisque certains le savent sans doute. Avant, il s'appelait Pacemaker, quand il était rappeur à Bruxelles, en fin des années 2000, début des années 2010. Et donc, ouais, Isha, c'est quelqu'un déjà dont la musique m'a beaucoup accompagné, que j'aime énormément. Et puis, ouais, comme j'avais beaucoup aimé Starting Block, le morceau qu'ils avaient fait en commun sur le Logic Volume 2, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, c'était sur le deuxième, de l'IMSA. Bah, j'étais curieux d'écouter ça. Donc voilà, le premier volet, je l'avais beaucoup écouté, beaucoup apprécié, je l'avais trouvé vraiment réussi. Et donc ouais, ce deuxième, pareil, parce que je trouve que c'est dans la lignée de ce qu'ils avaient accompli sur le premier. Je le disais, là, on s'en parlait tout à l'heure, sur le côté faire vieillir sa musique en même temps qu'on vieillit, quoi. Et c'est ça que j'aime chez eux, c'est-à-dire que il y a cette volonté chez eux de faire un rap qui est en phase avec leur âge, avec leurs aspirations à un temps donné. Il y a d'ailleurs des petites différences entre le premier et le deuxième sur certaines choses qu'ils peuvent développer. Mais je trouve que c'est peut-être encore mieux écrit que le premier, sans doute une meilleure vista aussi sur la direction musicale. Donc ouais, pour moi, c'est un des tout meilleurs disques de 2025, peut-être vraiment dans un podium top 3. Et ouais, je trouve que c'est un disque qui est très, très fort, quoi. Ok. Donc, 2025, tu le mets sur le top 3. Ouais, je le mets sur le podium, c'est sûr. Adachax. Merci. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Hein. Pour moi, Bitume Caviar, volume 2, pour moi, c'est le meilleur projet 2025. On arrête de discuter avec le reste. C'est encore plus tranché que moi. Pour moi, c'est le meilleur projet 2025. Et tout à l'heure, en fait, on en parlait en off avec Raphaël. Et je lui disais et tout, j'apprécie d'autant plus le truc parce que effectivement, nous, on a vu l'évolution de la carrière de Isha. Et ce que j'aime dans ce projet, c'est que en réalité, il a fait un projet qui a à son image aucune concession. Et aujourd'hui, les gens reconnaissent le niveau que le mec a, tu vois. Et ça, je trouve en vérité que c'est pas donné en vérité à tout le monde. Ça veut dire que il faut se rappeler tout que lorsqu'il est arrivé, il est arrivé en fait à une période où on avait un gros focus sur le rap belge. Et pour ne citer que lui, on avait érigé en numéro 1 un certain Damso. Lorsque Isha est arrivé, il y a directement des comparaisons qui ont été faites. Et tu avais même déjà des gens qui disaient ouais, Isha, c'est lui qui doit prendre le trône de Damso. On a eu en fait, on a entendu ces trucs-là. Malheureusement, dans les années en fait qui ont suivi, la carrière de Isha n'a pas popé comme les gens en vérité l'entendaient. Et lorsque tu es un petit peu en fait dans le milieu, tu sais très très bien et tout que lorsque on met beaucoup d'exigences et beaucoup d'espoir en vérité en un artiste. 30 secondes avec ça. Tu peux te rapprocher du micro? Tu m'entends pas là? Là t'entends ou pas? Ok, donc comme je disais et tout, comme on le sait en fait, ça veut dire que quand tu es dans le milieu, tu sais en fait que lorsqu'on a mis beaucoup d'espoir en un artiste, lorsqu'il ne pop pas comme il devrait popper, ça peut créer beaucoup d'aigreur et ça peut aussi créer en fait une redirection artistique. Et moi, le truc en vérité que je big up de fou, c'est que le mec, il est resté droit dans ses bottes. Et il est resté serein, tu vois. Ça veut dire que ça n'a pas explosé comme ça aurait dû exploser en fait à un moment donné. Il a réussi en vérité à faire d'autres choses. Ça veut dire que se lancer en fait pour essayer d'accompagner en vérité d'autres artistes, continuer en fait à faire de la musique, mais il n'a pas bougé d'un iota dans ce que lui considérait comme être de la bonne musique. Et le fait que pratiquement 10 ans après, il ait autant de lumière et que les gens se disent « Waouh, le mec en fait il est vraiment chaud », moi je trouve en vérité c'est une très très grosse prouesse, tu vois.
Et moi, en ça, tu vois, déjà, et tout, je me dis, ouais, tout, folie. Secondo, tu vois, ce que j'aime aussi et tout, c'est le fait que la rencontre avec Limsa Dolné, ça a donné en fait un second souffle à son art. Il a trouvé donc son pendant artistique, tu vois, qui fait que les deux, Raphaël le disait tout à l'heure et tout, les deux en vérité se nourrissent les Tout à uns fait. les autres. Ouais, complètement. Et en gros, ils sont même devenus en fait meilleurs à deux. Limsa d'un côté, il est très très chaud. Isha de son côté, il est très très chaud. Mais quand ils sont à deux, en fait, c'est autre chose. Il y a une alchimie en vérité qui se fait. Et je te dis, en fait, pour moi, en vérité, c'est hyper dingue, tu vois. Et pour te dire la vérité, dernièrement, en fait, on a reçu... non, même pas ça. On a reçu en fait un autre artiste, un artiste du 9-1, Jack Mani. Et dans l'album de Jack Mani, il y a un feat en fait avec Isha. Tout à fait. Et bien évidemment, le son en vérité, il est hyper hyper chaud. Et rappelle-toi, à un moment donné, en fait, on en parle en fait avec Jack Mani. Et Jack Mani en fait nous parle de Isha et il nous dit que il trouve que le rappeur est incroyable. Il dit parce que dans sa manière d'écrire, il a une plume qui fait qu'il est capable d'écrire des choses qui sont au-dessus de la punchline. Il a carrément dit et tout, en fait, il rappe des trucs de vie, en fait. Et c'est pas de la punch, tu vois. Exactement. Et pour illustrer en vérité mon propos, je vais prendre le morceau Fin de ce monde. Dans le morceau Fin de ce monde, Isha, il sort en vérité une phase que certains pourront en fait appeler en vérité une punchline, mais en vérité qui est tellement profonde que, en fait, c'est une folie. Lorsque, je vais essayer de l'apprendre hein, bien pour que... C'est celle-là la fin de son couplet. Exactement. Ouais. Celle en fait où il dit « J'avais plus d'inspi, mais merci Seigneur. T'as envoyé quelqu'un qui m'a brisé le cœur. 3 Isha heureux sera beaucoup moins bien qu'un Isha qui pleure. » Mec, je suis désolé, mais en fait, écrire un truc en vérité aussi profond sur une désillusion en vérité de vie et en faire en vérité une punch, mais c'est de la folie. Et donc ça veut dire que ce projet-là, il est truffé de punch de ce niveau-là. Aussi bien du côté d'Isha que du côté de Limsa. Et je réitère, je dis, pour moi en vérité, 2025, tous les autres, hein, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Tu vois, donc, et là en fait on parle en termes d'écriture, tu vois. On parle en termes d'écriture. Là c'est de l'écriture, même en fait au niveau de la direction artistique, effectivement, tu vois, lorsque tu fais le parallèle en fait avec le volume 1, moi aussi je trouve que tu vois, au niveau de la musicalité, on a encore passé en vérité, tu vois, et tout, un step, tu vois. Et en fait, le step, en fait, le truc qui est cool, c'est quoi? C'est que ils ont réussi, entre guillemets, donc musicalement, à choisir donc des ambiances musicales qui sont beaucoup plus accessibles pour tout le monde. Et donc ça veut dire qu'en réalité, ça ouvre, mais ça ne perd pas en authenticité. Et c'est ça en fait, tu vois, c'est ce génie-là que moi perso, je te dis, c'est un projet depuis qu'il est sorti, toutes les semaines, je l'écoute au moins une fois. Tu vois, ça veut dire que je suis là, je suis à la maison, je commence à faire ma bouffe, je mets mon casque, j'écoute Bitume vers volume 2. Je dis la vérité. Je suis là, je vais à la salle de sport, quand les autres écoutent des trucs, moi je mets ça comme un ancien, tu vois ou pas? Et ça me met très très bien, tu vois. Et sans ça, je te dis et tout, ça me... T'as dit les termes en fait, comment c'est. Effectivement, tu vois, ça veut dire que ils m'ont remis en fait dans l'état où je pouvais avoir lorsque j'avais 15 ans, tu vois. Lorsque toute la journée, tu es là, tu écoutes de la musique et ça te met dans un bon mood. Mais je pense que c'est parce que sans doute, en fait, dans ce qu'ils racontent, le point de vue qu'ils ont, les mots qu'ils utilisent, en fait, encore une fois, ça parle. Je sais pas quel âge tu as exactement, si je peux me permettre. 42. 42. Et ouais, non, mais tu vois, je vais avoir 39 là dans quelques jours. Non, mais c'est En fait, c'est des gens de notre génération et qui font, en fait, qui parlent à, tu vois, directement à nous, en fait, parce que la manière d'envisager en fait plein de choses sur leur environnement, sur d'être revenus aussi justement d'un certain environnement précaire, violent, etc., de raconter les traumas que ça leur a laissé, les névroses que ça leur a laissé, mais essayer aussi de les dépasser,
d'avoir une part d'empathie justement peut-être envers les personnes qui n'ont pas réussi à s'extirper de l'environnement, mais aussi d'encourager à le faire. Enfin, il y a plein de choses, je trouve, dans le discours qui développent tout en rappant très bien. Voilà, tu le dis très bien, tout en étant précis aussi dans leurs choix musicaux. Tout ça, moi, je comprends parfaitement, et c'est mon cas aussi, hein, que ça nous parle et que c'est le genre de musique que nous, on a envie d'écouter en fait. C'est cool, hein, les trucs, les bangers, les trucs, parfois, c'est normal, c'est le rap et c'est ce qu'on cherche aussi, l'énergie pure, le truc un peu juvénile. Mais je pense qu'aussi, c'est important, les artistes qui arrivent à un certain âge, à partir du moment où aussi, tu vois, ils restent intègres, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, que eux, ils n'ont pas envie de suivre les tendances et faire une forme de jeunisme, hein, et en fait de faire vieillir leur musique. Et pour moi, c'est pour ça que leur musique, elle est précieuse. Vraiment, elle est précieuse parce que sur 2 disques, et en particulier en plus sur celui-là, je trouve qu'ils le font très bien, quoi. Tu vois, et merci de compléter. Et tu vois, ça veut dire que il y a aussi du fait que, tu vois, nous, on a toujours aimé écouter en fait la musique en vérité avec des concepts. Donc déjà, je te mens pas, tu vois, lorsque tu associes le terme bitume en fait et caviar, déjà en vérité, t'interpelles les gens. Ouais. Et moi, ce que j'aime, tu vois, ça veut dire que waouh, regarde là, je suis en train de regarder en fait la tracklist. J'ai envie de te dire, je sais pas lequel est mon morceau préféré. Tu vois, je sais pas lequel est mon morceau préféré. Mais par exemple, un truc de ouf, c'est le morceau Maître Nageur. Pour beaucoup, en vérité, tu vas appeler en fait un morceau Maître Nageur. Tu vas te poser la question en fait, où est-ce qu'ils veulent aller? C'est ça. Mais Kamos, tu vois quand tu es à la piscine et que quand toi tu es dans le bassin, le Maître Nageur, tu as vu comment il te regarde toujours de haut? Non, mais surtout, il te regarde de haut parce que tu es en dessous. Et en fait, le concept, c'est ça. Donc toi, quand tu es à la piscine, quand tu es dans le bassin, le Maître Nageur, il te regarde comme ça. Mais c'est une dinguerie, gros. Tu vois, et c'est le genre de truc, tu vois, que le rap actuel n'apporte plus. Du moins, celui qui est mis énormément, en fait, en avant. Tu vois? C'est de l'intelligence. Voilà. Ouais, c'est ça. Et la fameuse interview où Lino disait l'intelligence c'est sexy, il faut remettre l'intelligence en avant. Voilà. Et ça, c'est le genre de rappeurs qui font ça, ouais. Ça c'est hyper fort. Un autre truc, le morceau Abdelmalik et Wallen. Waouh. Le couplet de l'IMSA à l'intérieur. Mais mon gars, lorsqu'il dit et tout, tu vois en fait un noir, un Congolais comme Abdelmalik et Wallen. Tu vois, c'est vrai, c'est gaulerie, c'est puissant, tu vois. Et le projet est truffé de ce truc-là. Pourquoi je vous dis, pour moi, 2025, masterclass le projet. Ouais, je vous rejoins tous les deux. La première chose que je me suis dite quand j'ai fini le projet, c'est que, enfin, des rappeurs qui rappent comme leur âge, justement. Et en fait, ils sont super forts dans 2 trucs. Celui-là, sans être trop pompeux, sans être chiant, en fait. Pas moralisateur, quoi. Voilà, exactement. C'est des phrases toutes bêtes, mais qui veulent tout dire, comme quand il dit, je crois, à un moment, Isha, il dit, ouais, je lis la liste des ingrédients qui sont bons pour la circulation. Point à la ligne. Pas besoin d'aller trop loin. Et en fait, ils disent des choses super simples, donc ça rend le projet accessible à tout le monde. Même s'ils disent des choses intelligentes, qui sont deep, etc., c'est accessible à tout le monde. T'as pas besoin de surintellectualiser le truc, t'écoutes et ça va te parler. Que tu relates les faits ou pas, en fait, que tu le vives ou pas. Par exemple, moi, je vois très bien ce qu'il dit quand il dit « ouais, je me dis des choses d'anciens quand je suis bloqué dans la circulation ». Je n'ai pas le permis, jamais conduit, mais je vois de quoi il parle quand même. Et aussi, une autre chose, c'est que les deux ont le don de rapper la rue sans jouer les voyous. Et ça aussi, ça fait plaisir. Ça, c'est chaud, ça. C'est vrai que c'est très chaud. C'est qu'ils ont de la distance sur ce qu'ils racontent, et ils le disent comme... C'est pas du storytelling, comme spectateurs, en fait. Bah, ça a été leur réalité. Ils en parlent, ils le glamourisent pas. Ouais. Ils sont pas dans le traumatisme, ils en sont pas, je trouve pas le terme. Ils dramatisent pas, quoi. Exactement, Ouais. merci. Ils pleurent pas sur leur sort. Voilà, exactement. Ils ont un avis un peu neutre. Quelquefois, ils parlent de choses un peu plus violentes que d'autres, mais en soi, ils parlent juste de la rue, sans se mettre en statut de voyou. Et aussi, dans les choses super simples, des fois, ils abordent des sujets, et comme vous avez dit, c'est pas de la punchline, mais ça fait réfléchir. Moi, il y a une phrase toute bête que j'ai retenue du projet, parce que c'est un truc dont je parle beaucoup dans la vie,
c'est quand Limsa, à la fin, je crois que c'est de la première musique, il dit « C'est pour ça que je me suis toujours sentie plus jeune que les filles qui ont le même âge que moi. C'est tout bête, mais c'est tellement le comportement de plein d'hommes, par exemple, et ça explique plein de comportements. Et en fait, il en a parlé en 2 phrases, c'est trop fort. Désolée, j'ai pas Mais c'est vrai que ça, c'est un sujet C'est dont trop il y a eu beaucoup fort. de questions, et notamment chez Limsa, ce truc d'avoir été longtemps immature. Ouais. Et d'un seul coup, en fait, Mhm. pour plein de raisons, et ça, c'est des espèces, tu reconstitues un peu le puzzle, et encore, il n'est même pas complet. Ouais. Tu comprends que l'un et l'autre, en fait, ils sont passés par des choses dans leur vie qui, d'un seul coup, leur font dire je peux plus faire les mêmes conneries que je faisais quand j'étais gamin, et qui m'ont fait peut-être aller justement vers certains trucs de voyous et dont ils en sont revenus, et sur lesquels maintenant ils ont un regard avec plus de distance, quoi. Ouais, voilà. Et ça, ouais, sur ce truc de maturité et d'immaturité, c'est hyper intéressant. Ouais. Et surtout, pour rebondir sur la punch que tu dis, ça montre la différence d'approche de la vie du bitume entre un garçon et une fille. En général, une fille cherche à s'élever socialement le plus vite possible du bitume et généralement arrive à une indépendance plus rapidement. Alors que les garçons, ils ont un peu plus cette tendance à la prolonger jusqu'à même, parfois même au bout de la vingtaine, parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à vivre en dehors. Et c'est pour ça que parfois tu peux avoir l'impression que tu es moins mature qu'une fille qui a ton âge, parce qu'elle, généralement, elle a déjà son appartement, elle a déjà son petit taf, sans forcément s'élever plus que ça. Hein. Si ça se trouve, elle a trouvé son SMIC, elle paye son petit loyer, et puis ça s'arrête là, il n'y a rien de plus. Hein. Mais elle a déjà plus avancé que toi, parce que Bien sûr. toi, tu t'es pas lancé là-dedans, toi. Bien sûr. T'es encore dans ta débrouille. Bon, moi, je vais rebondir parce que j'ai des points d'accord et des points de désaccord sur ce que j'ai entendu. Alors, le point d'accord, c'est tu disais que je trouvais que tu étais mieux écrit que dans le volume 1. C'est vrai, il y a plus de maturité. Et je ne sais plus si c'est quel de vous deux qui disait que l'alchimie fonctionnait plus. Et c'est là où je suis moins d'accord. Ok. L'alchimie, alors, c'est pas qu'il ne fonctionne pas dans le volume 2, c'est que je trouve qu'il met plus de temps à prendre cette alchimie. Au départ, j'ai l'impression que c'est 2 gars qui rappent de leur côté, mais qui ont leur expérience avec leur maturité et qui la collent l'un à côté de l'autre. Donc ça fonctionne plutôt bien. Mais cette énergie qu'on voit dans le volume 1, avec cette alchimie, parfois c'est pas, etc. et tout, tu le vois à partir du 4e ou du 5e tract. Alors, pourquoi est-ce que ça donne ça? Parce que moi, je vais reprendre une phrase que je dis souvent, que j'aime beaucoup dire, c'est que le bitume, c'est marrant jusqu'à 17 piges. Pourquoi? Parce que c'est là ce qui va avec l'insouciance. Et la vie du bitume va beaucoup avec l'insouciance. Tu fais des choses qui sont des dingueries, mais tu te rends compte que c'est dingueries avec du recul. Sur le moment, tu es dans ta testose qui déborde, qui demande l'adrénaline. Donc tu fais ce que tu as à faire sur le moment. Mais après, effectivement, avec le temps, tu commences à devoir vivre une vie d'adulte. Et maintenant, dans le bitume, je trouve qu'il y a 3 manières de vivre sa vie d'adulte. Il y a des gens qui vont pousser la vie de bitume à son praxis jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, avec l'ancienneté, ils vont finir par se faire broyer. Parce que pour moi, c'est la fatalité. Tu as des gens qui coupent le plus vite possible le cordon, donc ils s'en détachent le plus vite possible, quitte à perdre parfois certaines réalités sur pas sa condition sociale, mais sur de là où il vient. Et puis il y a ceux qui sont entre les deux, qui vivent toujours cette vie de bitume, et comme le disait Myriam, mais cherchent à prendre de la hauteur là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu rappé. C'est pour ça que ça nous parle, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que vivent beaucoup de gens de notre génération, mais ce n'est pas énormément rappé. Et je vais même en fait étayer ton propos avec Limsa. Quand il dit, je vais voir mes vieux copains et je papote avec eux, et je me dis que si je les rencontre aujourd'hui, Merci, ouais. je serais papote avec eux. je papote avec eux. Mon gars, Ça résume tout l'état d'esprit. comment c'est réel, hein? Et pourtant, il parle toujours avec eux. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans cette réalité-là. Bien sûr. Parce Et qu'en maintenant- fait, il n'y a jamais de regard condescendant. Il n'est jamais méprisant. Exactement. C'est juste, en fait, lui, il comprend qu'il a changé, qu'il a d'autres aspirations, mais il ne juge pas, en fait, les personnes qui sont restées dans la situation dans laquelle il était il y a quelques années, quoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et pour ça que je parlais d'empathie, en fait, dans leur regard. Ouais. Et dès le départ, le ton, il est donné avec la première punch. Déjà, il y a l'ambiance où Isha, il fait comprendre qu'il est en studio. Donc déjà, tu vois comment il est méticuleux en studio. Est-ce que tout est bien en place, est-ce que tout est bien branché et tout.
Et après, il lance. Je vais le faire d'une traite sans m'arrêter. Ça montre déjà la maturité qu'il a pris sur tous les vécus qu'ils ont eus. Et en fait, tu te rends compte que dans le bitume, il y a beaucoup de choses que tu vis très tôt, pour ne pas dire trop tôt. Mais ça te donne une maturité, dont tu ne sais pas quoi faire dès le départ, en fait, tout de suite. Et quand tu dis, par exemple, j'avais honte d'être fauché quand je voyais des enfants autour de moi faire des sous. En gros, c'est que ces enfants-là, des sous, comment ils les font? Mais ils les font comme tu le faisais à l'époque. Cette débrouille-là. Mais cette débrouille-là, elle t'a amené où? Elle t'a amené nulle part. Et en fait, tu te retrouves être un grand, être un ancien, mais l'écart avec les petits, il n'est pas si grand que ça. Alors que nous, quand on était petits, les grands du quartier, tu les voyais comme des... alors on se rendait compte qu'on les mettait un peu sur trop haut, un pédestal un peu trop haut. Mais nous-mêmes, quand on se retrouve dans ce sens-là aussi, au lieu de dire non, on n'est pas si haut que ça, nous aussi on veut faire ceux aussi qui sont hauts. Sans forcément, tu vois, rabaisser un peu la vision. Et tu vois, par exemple, quand Isha, il lui dit visiblement, beaucoup d'anciens veulent faire les managers alors qu'ils n'ont rien compris au business. Et on se rend compte que dans ce business-là, le business il va tellement vite qu'aujourd'hui, les petits sont plus vifs que nous à ce même âge-là. Et ils ont compris des choses beaucoup plus tôt. Et il dit même maintenant, il faut être en mode général pour pouvoir gérer des chargeants. Et ça, on ne s'en rend compte pas forcément tout de suite parce qu'on a ce décalage par rapport au... Alors, le décor, il ne change pas, mais l'environnement, l'époque a changé quand Ouais, même. il y a des mécanismes qui ont changé. C'est ce qu'il rappelle dans le plan A déjà sur Bitume Caviar 1 où il disait le rap c'est plus comme il y a 10 ans et après il dit la rue c'est plus comme il y a 10 ans. Et il montre les décalages en fait qui existent et comme tu dis l'environnement est toujours le même, mais il y a des mécanismes qui sont plus les mêmes et en fait il faut le comprendre pour t'adapter et même quand toi tu es plus vieux le comprendre aussi quoi. C'est ça, et comme tu es dans un environnement, tu ne te permets pas de prendre le recul, tu te rends compte parfois un peu trop tard. C'est des coups durs qui te le font comprendre. Et tu vois même dans 15 cas, quand il dit, quand Limsa il dit je connais des grossistes, des voyous, et mais aussi des berbères, des renois. Des berbères gantés. Voilà, hein? Des berbères gantés. Franchement. Des barbares D'or argenté. Argenté. En fait, tu te rends compte, tu croises tout un tas de types de personnes, parce que vous avez été dans la même marmite, mais vous avez évolué de manière différente. Et en fait, le moment où il se rend compte de ça, c'est à partir de son fin du monde. Parce que fin du monde, bah, tu te rends compte que le monde, en fait, tu te rends compte à quel point le monde, il est dur. Ouais, ils élargissent le champ de regard quoi. d'un seul coup, là. Exactement, ils élargissent le champ de regard et ils se rendent compte que leurs problèmes qu'ils vivent au quotidien, qui sur le moment où tu peux te rendre compte que c'est dur, c'est des petits problèmes par rapport à ce qui se passe réellement dans le monde. Et en fait, après, c'est à partir de ce moment-là, ils sont en train de chercher à savoir comment ils vont vivre leur vie d'adulte en étant dans cet environnement-là, sans franchement l'avoir totalement quitté. Et en fait, le résumé de tout ça, en fait, en gros, ils disent, et on le voit à la fin, c'est Limsa qui dit en fait, il n'a jamais voulu être un maître, mais il n'a jamais voulu être non plus, c'est suiveur, je crois, ou un suiveur, mais il a voulu juste être un gars qui est libre et qui fait ce qu'il a à faire. Et ça me rappelle une phrase que Luto il nous dit souvent, c'est que le vrai truc de hustler, c'est avoir cette liberté et ne pas dépendre de qui que ce soit. C'est de sortir d'un espèce de déterminisme social où tu as des conventions, où tu as des règles un peu tacites comme ça. Et en fait, eux, ils essayent beaucoup de s'extirper de ça, en fait, particulièrement dans ce deuxième disque, mais aussi déjà dans le premier, ils en parlaient. Et il y a vraiment une espèce de quête, effectivement, de liberté qui est très intéressante dans ce qu'ils rappe, quoi, c'est clair. Ouais, après, il y a même Isha qui le dit aussi que... Attends, je m'en boucle la phrase. Bon, s'il commence à déconner ou quoi là? Plein de notes. Mais c'est normal. C'est inspirant, un disque comme ça. T'as envie de prendre des notes et tout. Il y a trop de phrases. Je sais que pendant un moment, Isha il dit quoi? Je sais la haine par vrai et l'amour baratine. Je suis pas honnête avec moi-même, ça je le dis tout le temps. Je suis même capable de mentir à mon journal intime. Je suis pas trop. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien. Et moi, c'est là où je suis plutôt d'accord avec Adax. C'est sur ce truc de la manière dont ils se complètent et ils se nourrissent l'un l'autre. C'est-à-dire que
Parfois, il y a des traits d'esprit comme ça qui peuvent prêter à sourire avec des traits d'humour chez Isha, qui avait un peu avant, mais pas autant que je trouve depuis qu'il rappe avec Limsa. Et Limsa, et ça c'est un truc qu'il disait dans le volume 1, où il disait à chaque fois que je vois un truc dramatique dans ma vie, le premier réflexe que j'ai, c'est de faire des rimes et après c'est de faire des blagues. Donc il avait un peu ce côté clown triste en fait. Et c'est ça qui le rendait hyper passionnant, en plus de sa technique folle, quoi. Mais du coup, je trouve que il devient plus sérieux aussi, sans être chiant en fait, tu vois, Limsa. Typiquement sur La fin de ce monde, j'ai jamais entendu. Ça l'a fait mûrir. Ça l'a fait mûrir, ouais. l'a fait Je pense que tu vois, et de la même manière, je trouve qu'Isha aussi, du coup, il est plus précis aussi parfois dans ses rimes, tu vois, parce que bon, bah, la technicité de Limsa, c'est quelque chose, quoi. Bah justement, j'aurais voulu rebondir justement parce que la différence entre le volume 1 et le volume 2, c'est que tu as des gens qui dans le volume 1 sont des adultes, mais sont encore des jeunes adultes, Ouais. dans une vingtaine. Et ils vivent leur vie d'adulte de manière vraiment immature. C'est là où je vois qu'il y a cette énergie, Ouais. parce qu'effectivement, ils sont encore dans une insouciance. Alors une insouciance qui est décalée, parce que normalement à cet âge-là, tu as pu être insouciant. Mais la vie du bitume fait que tu as cette insouciance-là, et cette insouciance que tu ne peux plus avoir quand tu arrives sur la fin de ta trentaine. Et justement, au début, ça commence doucement parce qu'effectivement, ils se rendent compte de certaines choses, ils prennent un recul. Ils disent, ah, quand même, mais c'est vrai qu'on a fait des dingueries dans nos vies. Comme il disait, aller voir, il allait jusqu'à Aix pour aller voir une meuf dans le sud. Oui, ouais, c'est vrai. Tout ça, c'est des bêtises, tu vois. C'est des bêtises qui t'ont forgé, mais ça reste des bêtises. Et quand tu prends du recul, tu te dis, mais c'est vrai que c'est pas des trucs à faire. Mais après, ils arrivent à trouver ce rythme-là. Aix-en-Provence, c'est ça, moi, c'est ça. Avec la région d'Aix-en-Provence, c'est ça. C'est ça. Ils arrivent à trouver ce rythme-là où, malgré tout, je vais vivre ma vie d'adulte, mais autrement, mais toujours dans ce bitume-là. Et à un moment donné, il le dit, même quand il dit qu'ils sont dans un clip, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie. Donc c'est des choses sur lesquelles ils restent toujours naturels. Mais en même temps, quand il y a des deux petits qui veulent s'embrouiller parce qu'ils ont des cartes de quartier, il en fait se serrer la main. Donc c'est cette hauteur et ce recul-là. Et ce qui est difficile, c'est de faire ça sans être trop prétentieux. Et c'est ça qu'il exprime vraiment dans Maître Nageur, où effectivement, parce qu'un maître nageur, en fait, il est plus haut. Mais il est plus haut pourquoi? C'est juste la pratique du taf. Mais ça ne veut pas dire que tu sais même mieux nager que ceux qui sont dedans. C'est juste que tu es haut parce que tu es haut. Et en fait, le bitume, c'est ça. Parfois, tu as des statuts comme ça qu'on te donne, mais c'est des statuts qui se tiennent sur beaucoup de malentendus. malentendus, Ouais. des trucs complètement abstraits. Ouais. Voilà, c'est des trucs vraiment abstraits. Tu as juste fait une chose dans ta vie, Ouais. donc ça a fait le buzz. Donc, Ouais. Et t'es une C'est des concours de légende. circonstances. Voilà. ça donne un truc quartier. ça donne un truc de légende, donc tu prends ça et toi tu dois l'assumer maintenant. C'est ça. Des fois, il y a juste des anciens, ils ont juste tiré en l'air. Ils ont fait pendant 10 ans. Eh mon gars, il y en a qui ont bluffé, hein, ils ont eu un coup de chance, gros. Mais on en parle, laisse tomber. Ouais, parce que ça marque les gens. Et c'est exactement ça en fait. Non, franchement, ce projet, quand j'ai fait le projet, je me suis dit que c'est un projet très culturel. Ouais, non, c'est chaud, franchement, En c'est termes de niveau de prod, et il y a Lucci dedans, il y a une prod des Jean-Jas. Ouais, c'est surtout DI là qui a la réalisation beaucoup, mais ouais, effectivement, Lucci et Jean-Jas, ils sont très présents, ouais. Franchement, quand j'ai écouté le projet, c'est un bon projet d'ancien. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un projet à Dax qui a plus de profondeur que celui de Vas-y, continue, vas-y. Henry James Vas-y. en termes de profondeur? Bah, non, en fait, le truc qui va se passer et tout, c'est que ce ne sont pas les mêmes axes en fait qui sont abordés. Tu vois, on va pas aller dans ce truc-là. Ce ne sont pas les mêmes axes. Ça veut dire que là, en gros, sur ce projet-là, tu vois, Bitume Caviar, c'est l'histoire en vérité donc de deux mecs qui mûrissent, qui en ont en vérité conscience et qui expliquent juste en vérité leur nouvelle vision en vérité du monde et de la vie, tu vois. Or que si on fait le comparatif avec le projet de Kerry, tu vois, il va en fait sur des thématiques qui sont un petit peu plus sociétales, tu vois. Et donc ça veut dire que tu peux pas en fait comparer ce truc-là parce que, aussi on va te dire un truc, on est en 2026, en big 2026 gros, les douleurs des axes ne sont pas plus importantes que les douleurs des autres. C'est juste en fait des axes qui sont différents. Donc je vais pas comparer en fait, tu vois, et tout, le niveau des trucs. Mais personnellement, moi je te dis, ce projet-là, je l'ai dit en début de truc et tout, pour moi c'est le truc le plus chaud de 2026. Et puis en fait, Isha et Limsa, je trouve qu'ils parlent de trucs beaucoup plus maîtrisés. Ils connaissent beaucoup plus leur sujet parce qu'ils parlent d'eux et de ce qu'ils voient directement.
Par exemple, il y a une phrase toute simple que dans Fin de ce monde, bah, le refrain, quand il dit « Quand je regarde les infos, je souhaite la fin de ce monde », c'est très simple, mais ça veut tout dire. Quand tu regardes les infos, parfois, tu es dépassé, justement. Parce que tu n'as pas les outils, les trucs et tout. Par exemple, comme Kerry qui va aller dans les détails. La phrase, elle est très simple, mais elle veut tout dire, en fait. On sait de quoi il parle, on l'a tous vécu. Quand il y a tellement d'informations négatives que tu te dis « Ah ouais, non, mieux vaut qu'on en finisse ». Donc, en fait, ouais, comme tu as dit, c'est pas le même axe. Non, moi parce que moi, c'est pas- Ouais, mais la différence avec Kerry James, c'est qu'il se lance dans ces sujets-là. Ouais, bien sûr. Il tranche. Mhm. Et justement, dans des sujets aussi importants et aussi impactants pour le monde, c'est là où, effectivement, on est en entente de grosses profondeurs. Mhm. Parce que quand, à l'époque, il disait banlieusard n'est pas condamné à l'échec, là aussi, il ne va pas dans les profondeurs. Mais là-dessus, moi, ça me pose moins de problème parce que c'est un état d'âme. C'est une état d'âme, plutôt. Je ne sais pas si on dit un ou une. Un état d'âme. C'est un état d'âme, ouais. Tu vas commencer à bronxer devant tout le monde. C'est un état d'âme. Après, un état d'âme, c'est personnel, c'est un ressenti personnel. Mais quand tu vas dans des sujets aussi pointilleux et que tu vas dans la surface et tu t'en vas, c'est un peu plus frustrant. Ouais. Et comment dirais-je, si vous devez retenir une punch, Il y a trop de punch. Non, franchement, moi, c'est celle que Dax a dit en dernier, celle sur les potes. Là. Ouais, Parce c'est- que ah ouais, celle ça qui- aussi, ça parle à tout le monde. Ouais. En fait, il suffit juste de vivre une vie pour comprendre leurs projets. Ça demande pas non plus, tu vois, un grand vécu, tu vois. je sais pas moi, je suis parano, même quand ce sont mes amis, les humeurs elles changent quand la monnaie arrive. Mhm. Et maintenant, en termes d'écriture, la différence entre l'IMC et Isha. Entre Limsa et Voilà. Isha. Voilà, en écriture. Quoi, qui est le plus chaud? Non, pour Non, je moi, trouve qu'ils se complètent. Ouais, Il c'est n'y a ça. pas de dualité. Non. pour moi, vraiment, tu as vu les deux là. Il n'y a pas de mec. En fait, tout à l'heure, je disais que moi, ce que j'aime, c'est que lorsque j'entends en fait leur duo, moi, j'aime bien en fait le côté sarcastique et humour noir en fait donc de Isha. La partie sombre en vérité qu'il est souvent de cacher. Hmm. C'est une personne en vérité qui écrit très très bien et qui écrit très très bien en vérité sur ses douleurs et ses traumas en fait hyper sombres. Ça s'est senti sur Drôle d'oiseau notamment, hein, Voilà, qui est tu sorti vois. l'an dernier, qui est un super disque aussi. Voilà, donc tu vois, sur ces trucs-là, en fait, il est hyper fort. Et ce que j'aime en fait justement et tout, c'est que lorsqu'on contrebalance avec les traumas de l'IMSA, mais que lui en fait, il dit en fait de manière en fait rigolote, tu vois. Mm. Lorsque par exemple, je sais plus exactement quelle est la phase dans quel morceau, mais il racontait en fait que chez lui en fait c'était la Hesse, mais que c'était la fête lorsqu'il y avait de la crème anglaise. Ah mais mon gars, tu vois, c'est-à-dire que pour beaucoup, c'est un truc bidon. Mais Camos, rappelle-toi, La crème anglaise. quand il y avait de la crème anglaise. Tu vois, c'est ce genre de truc, franchement, moi je trouve ça totalement génial. C'est juste génial en fait, tu vois. Et moi ce que j'aime dans leur combo, c'est ce truc-là. Le fait en vérité que Isha, il axe en vérité sur des trucs qui sont, je vais pas dire plus deep, mais qui sont en vérité plus sombres, tu vois. Et que tu as en fait donc l'IMSA qui lui en fait va mettre en fait le couvert sur des trucs en fait qui sont autant sombres mais de manière en vérité beaucoup plus joviale. Ouais, mais tu vois, il y en a plus quand même, légère. il y en a quand même un des deux qui a plus de profondeur que l'autre hein, dans l'écriture. C'est une autre, je trouve que c'est juste une autre approche de l'un à l'autre en vrai. Moi, je trouve qu'il y a juste une autre approche en fait. Ouais. Parce que l'IMSA, justement, lui, il a des sujets, les sujets qu'il aborde, c'est des sujets plus légers, mais qui en disent long, effectivement, sur la situation, mais c'est des sujets beaucoup plus légers. Justement, Isha, il a des trucs beaucoup plus sombres et qui engagent beaucoup plus d'enjeux. En fait, moi, je dirais plus en fait que tu vois dans leurs axes donc de communication, parce qu'en fait ils parlent avec nous hein, quand ils font ce genre de trucs. En réalité, Isha, c'est une personne qui se livre plus profondément. Mm. En fait, moi je te dis, en fait, c'est un artiste qui me touche beaucoup parce que il livre des parties de sa vie en vérité que quand tu es une personne normalement constituée, tu meurs avec ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ça rend ouf quoi, ça te flingue ta santé Tu mentale vois, quoi. normalement, Ouais. tu meurs avec ça. Mhm. Et lui, il est capable en fait de pouvoir en vérité sortir des trucs hyper sombres de son esprit et de te les écrire comme ça, comme si c'était normal, tu vois. Et c'est en ça où je dis, waouh, c'est chaud.
Mais moi, je voudrais quand même répondre en disant qu'il y a quand même un côté un peu frustrant dans ce projet. C'est qu'effectivement, ça nous parle parce que c'est quelque chose qui nous est réellement familier. Toi, c'est côté être dans le bitume toujours, mais être capable de prendre du recul, de la hauteur, tout en gardant de l'énergie. Mais tu restes quand même dans le bitume. Et en fait, quelqu'un, par exemple, je trouve qu'il y a quelqu'un qui fait ça très bien, c'est un gars comme Nino. Quand tu regardes Nino, tu regardes son projet Destin et tu regardes Réfé, tu sens que c'est quelqu'un qui vient du bitume, mais qui nous amène une élévation beaucoup plus haute. Tu sens que tu n'es plus dedans. Toi, il est dans des buildings, il est dans des bateaux. Ramos, ton gars, il est en train de bronxer. Ouais. Ouais, mais ça te permet, Ouais, mais ça t'échappe. Ouais, mais ça raconte pas la même chose. Et puis, Ouais, c'est ça. ils parlent pas du même point de vue aussi générationnel, tu vois. Forcément, ils n'ont pas vécu les mêmes trucs, déjà individuellement, un Nino et un Limsa Aïcha, tu vois. Donc forcément, en fait, c'est normal qu'ils te racontent pas la même chose, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il vient du même endroit à peu près. Ouais, mais- Nino, il vient du bitume. En fait, quand tu parles par exemple de la transition Destin-Réfé, forcément, en fait, à partir du moment où Nino fait Réfé, il est dans des histoires de gérer des sommes de folle avec ce. Ouais, parce que c'est son devenu une succès. superstar. Donc, et puis il te raconte ça alors qu'il a la vingtaine. Donc forcément, ils peuvent pas te raconter le même type d'élévation. Là, l'élévation qu'ils cherchent, c'est une élévation presque existentielle, quoi. Tu vois, on est sur un truc de, encore une fois, c'est ce qu'il dit, je veux vivre en paix. À un moment donné, il y a un peu ce truc, quoi. Unité d'esprit. Exactement. Tu vois, en fait, tu as ce truc-là. Et effectivement, c'est bien en fait que justement tu donnes cet axe-là parce que, en gros, on a les visions d'une personne à deux moments différents de sa vie. Si tu touches de l'argent en vérité, donc à 20 ans, tu n'as pas en fait la même énergie et le même mindset que lorsque tu le touches à 40. Justement, déjà, quand je parle d'élévation, je ne parle pas forcément de social. Ça veut dire que c'est le fait de t'éloigner de cet environnement du ghetto, tu vois. Parce que quand tu t'écoutes Limsa et Isha, ok, ils ont un certain âge, mais tu sens qu'ils sont toujours dedans. Alors que Nino, la manière dont il rappe dans Réfé, quand il rappe dans Destin, tu sens qu'il est beaucoup moins dedans qu'avant. Alors ça peut être les hôtels, les bateaux, machin et tout, ou ça peut même être dans une cabane au fond de la forêt, tu vois, peu importe. Mais il y a cet échappatoire qu'il offre que je ne ressens pas tellement dans le truc de Isha et Limsa. Ouais, mais c'est normal. C'est normal. Ils n'ont pas vécu la même chose. Donc forcément, ils vont pas attraper cette espèce de comment dire, de voie de sortie que trappe Nino, en fait. Oui, effectivement. Après, bon, je ne sais pas quelque chose que je leur reproche, parce que eux, c'est leur réalité. Mais en fait, à entendre, quand tu entends ce qu'ils disent, c'est très agréable, parce que c'est très bien fait, ça nous parle, ça nous cause. Mais à écouter au quotidien, moi, par exemple... Toi, tu fais pas la cuisine comme Adax en écoutant ça. Lui, il cuisine pas, tout simplement. Déjà, je fais pas la cuisine. Et effectivement, dans l'approche que j'ai de la musique, moi, j'ai besoin de cet échappatoire. J'ai besoin de cet échappatoire. Alors, quelqu'un qui est encore en plein dedans. Mais Isha, il en parle dans un son. Ouais. Sur le projet, il parle. J'ai pas du tout la phrase, je vais dire n'importe Sur quoi. Pommeau de douche, je crois. C'est dans. Ouais, voilà, où mais il parle des gens qui viennent le voir en concert Ouais, et pour puis partager ça. Ouais. Exactement, et puis même il dit que lui-même écouter des musiques, parfois ça l'oppresse. Écouter des musiques pareilles, ça l'oppresse lui-même. Et il s'adresse directement, je pense justement aux gens comme ça qui peuvent trouver ça un peu. Moi aussi je suis comme ça. Hein. Je pourrais pas écouter ce projet tous les jours, pas du tout, parce que je trouve ça trop chargé. Ouais, voilà. Mais ils en parlent justement et je trouve ça fort d'avoir conscience de ça, que c'est pas tout le monde qui peut encaisser ça au quotidien, quoi. Mais il y a un autre qui fait ça très bien aussi, c'est B2O. B2O, tu sens tu sens, tu vois, cette énergie du bitume, mais très très vite, c'est quelqu'un qui savait t'amener sur autre chose. Et d'ailleurs, il a revendiqué fort. Tu vois. Quand il disait aucune cité n'a de barreaux, donc il revendiquait le fait qu'à un moment donné, quand tu as cette réussite sociale ou quand tu as cette opportunité-là, Ouais, c'est pas le même style. C'est pas tu le même peux aussi style de essayer rap. de t'échapper de ça, par exemple. En plus, c'est sur le volume 1, si je ne dis pas de bêtises, jusque-là. Hein. Ouais, dernièrement en plus. Dernièrement, ouais. Oui, dernièrement, ils ont été. Après, voilà, c'est aussi des gens qui ont beaucoup tourné, qui ont fait beaucoup de concerts. Donc, c'est aussi des disques au vu de l'esthétique que ça porte, de ce qu'ils rappent dedans. Je pense que c'est des disques qui se travaillent comme ça sur le temps long, y compris par la scène aussi. Ils ont beaucoup tourné. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir à Paris en festival. Et ouais, en fait, voilà, ça se travaille sur le long terme. Hein.
Et je pense que si on sort du disque et sur les choix qu'ils ont fait depuis Bitume Caviar, je pense que ça dit aussi quelque chose de justement, ça donne des pistes sur des artistes de leur génération et même peut-être légèrement plus vieux qu'eux sur en fait comment on peut faire aujourd'hui exister justement ce rap qui s'adresse à une classe d'âge en particulier. Et après il y a des jeunes qui les écoutent aussi. Bien Pas sûr. croire, quand on va les voir en concert, il y a beaucoup de gamins qui sont jeunes adultes quoi. Mais en C'est tout cas, vrai. voilà, pour des artistes de cette génération, même des gens qui sont proches d'eux, des Zek, des Aketo, enfin, tu vois, sur en fait comment on peut faire vieillir leur musique et la faire vivre justement en dehors de ce système très prégnant là depuis 10 ans du streaming, etc. Sur le physique, sur le merch, et puis d'aller au contact des gens sur les Mais c'est tournées. ça, c'est que c'est très hip-hop, même comment Ouais. ils défendent leur projet Ouais. et leur duo, c'est que moi je les ai connus directement sur scène. Bah voilà. Je connaissais Isha, mais en fait j'avais même pas fait le lien que c'était le même Isha que nous on connaît qui était dans ce duo-là. Pourquoi, je sais pas. Parce que t'as abusé. Bah ouais, exactement. Et moi je les ai découverts sur scène en festival. Ok. Et j'ai trouvé ça trop fort en fait. Et la manière dont ils défendent, et en plus je m'attendais pas que ce soit aussi bien sur scène. Vu la musique que Ouais. c'est, je pensais pas qu'en concert ça allait rendre ça. Et au final, ça marche très très bien pour eux. Bah là, ils viennent après-demain, non, demain à la Condition Publique. C'est complet. Ouais. C'est un jeudi soir, c'est complet. On pourrait se dire que c'est un public de niche et qui bouge. Non, non. Ça fonctionne très bien. Il y a un modèle économique en fait. Bien sûr. Vraiment. Sachant que c'est pas des artistes mainstream. C'est ça. Et c'est comme si tu disais que demain, 2%, il a fait disque d'or. Ouais. Ouais. Non, c'est ce qui est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est lourd. Et franchement, c'est mérité. Parce Ouais. que Hugo, il gagne des loin. Ouais. Non, franchement, il gagne des loin. C'est un peu des disques de la deuxième chance pour eux. Je trouve. Ouais, grave. Et déjà, comment ils ont réussi là en solo, il y a démarré il y a une dizaine d'années pour Isha, un petit peu plus proche pour l'IMSA. Mais ouais, c'est un peu conjurer le sort, quoi. Et ça, je trouve intéressant avec leur musique et plein d'artistes aussi qui sont proches d'eux, quoi. Mais ça montre aussi une autre façon de consommer le rap aujourd'hui. Ouais, de ouf. Des gens comme nous qui forcément étaient moins à l'affût, donc allaient être moins dans le physique. Avec le streaming, il y a des choses qui pourraient nous intéresser, qui vont plus facilement vers nous. Et on a cette facilité à consommer parce que c'est que des clics. C'est pas se déplacer à la FNAC ou je sais pas où, qui est un peu plus relou. Ce projet, ça m'a fait penser à une époque, dans les années 2000, comme si tu écoutais l'album de Mauvais Oeil ou bien d'AFF, tu te poses, tu écoutes, ça te cultive, ça te nourrit, tu apprends des choses. Et ça me faisait longtemps en fait, de ne pas mis dans cette hype-là. Ah, toi aussi, ça t'a mis dans ce mood-là. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Mais c'est ça, tu vois. Parce que, tu sais, il y a des anciens aussi qui reviennent et ils prennent des codes d'aujourd'hui. Ouais, effectivement. Ouais, ouais. Etc. Là, dernièrement, j'ai écouté Brasco, il fait de la drill. Il dit, on veut le gars pour vagabond. Ah, Et c'est où ok. Ça le fait dire. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Hein. Donc, un dernier mot sur Isha Kagarbichou. Bitume Caviar, si je peux me permettre de te corriger. Bitume Caviar. À l'envers, c'est T'es un ancien, toi, tu fais du verlan. C'est un disque brillant, c'est un disque qui est touchant et c'est un disque qui, je trouve, arrive à allier des confessions de bonhommes qui essayent de sourire derrière les larmes en étant très précis aussi dans leur rap, quoi. Donc moi, c'est ça que je kiffe aussi, c'est qu'il y a beau avoir de l'émotion et de la gamberge, ça rappe aussi. Et moi, c'est ça ce que j'attends quand je lance un disque de rap français en 2025-2026. J'ai tout dit en intro. Donc, je vais pas le refaire, donc... non, en tout La cas, couronne. Ah, en tout cas, les mecs, ouais, on vous la donne comme ça. Comme ça. Je pense que par la suite, il y aura un volume 3, un album. Comment vous voyez les choses après le volume 2 Vous voulez voir une suite Tant qu'ils ont Tant qu'ils ont l'inspi et puis la complicité. Tant qu'il y a le juice, pour moi, ça va. Hein. Pour moi, ça va. Hein. Alors, Tu préfères revoir Isha solo ou bien continuer sur Bitume Caviar Ah, là, t'es en train de me poser une colle, hein. Bah, il a réussi à faire les deux l'an dernier, mine de rien. Oui, il a Tu vois. fait les deux. Mais moi, j'aime bien aussi que... Non, tu m'as posé une colle. Un dernier mot déjà pour répondre à la question, moi je suis moins sûr du volume 3.
Alors, je dis pas que refaire un truc à deux, pourquoi pas, mais pas sur un volume 3 dans ce concept-là. Parce que je trouve qu'effectivement, ils sont arrivés à une maturité où je ne vois pas où est-ce qu'ils peuvent encore nous diriger sur ce Cavin Bitume. Après, pour parler du projet en lui-même, une dernière punch pour résumer. Hein. Quand à un moment donné, Isha il dit qu'il distribue beaucoup de billets, mais il n'aime pas être pris pour un, hein, Pour une banque. pour une banque. C'est toujours ce côté alter ego où effectivement il y a toujours ces codes où tu prends soin de la tribu, mais il ne faut pas que la tribu elle abuse. Tu vois. Parce que toi aussi tu as ta vie, tu as tes codes. Et ça résume exactement l'état d'esprit du projet. On m'a proposé 10K pour mettre un Ouais. t-shirt. Il dit en vérité qu'il a trouvé que c'était des oufs. Ouais, mais comme qu'au fait, au final, il les a quand même pris les 10K. Au final, il est quand même. Mais surtout attention, il parle de la grand-mère. Ouais, Oui, c'est ça. La La grand-mère, grand-mère, c'est des hommes c'est des sommes qu'elle imagine même pas. qu'elle dans imagine ses, même pas. dans ses prières. Voilà. Ouais, dans ce quand elle prie, ouais. Pour montrer, tu vois, l'intérêt entre les deux codes qui se... Mm. Ouais, il dit des trucs dans sa hiérarchie. Il dit, mais t'inquiète pas, moi je les ai quand même pris. Je dis ça, mais je les ai quand même pris. J'ai Il dit, y a ah ce truc ouais. de, bon, je sais que c'est abusé, mais bon, je les ai pris, quoi. Non, les deux ils sont trop chauds. Ouais, les deux c'est sont ça. trop chauds. Myriam, un dernier mot? Ouais, moi, j'espère en tout cas que ce sera plus la continuité, mais plus un album. Parce que moi, ça m'intéresse. Enfin, vu leur vision du monde et de leur entourage, ça m'intéresse qu'ils élargissent le truc. En fait, j'ai envie de savoir comment leur vision sur d'autres trucs, même si ça se retrouve dans leur carrière solo. Mais moi, je veux les voir à deux sur autre chose encore, justement. Parce qu'en fait, ils sèment plein de graines. Là où tu te dis, encore une fois, je dis la punchline de tout à l'heure, il y a des trucs qui m'intéressent vraiment, tu vois. Donc voilà, bah, longue vie à eux, hein, Ouais, encore longue une vie, fois. longue vie. En tout cas, ce soir sur le QPOC, comment ça se passe? Les carrés sont pas frères. Raphaël Dacruz est dans la maison. Yeah, yeah. Pas de parachute. Ouais, ouais.